Mesdames et messieurs, donc on va démarrer le deuxième panel du Global Industry Conference. Alors, je rappelle que ce panel il s'articule autour des atouts, leviers, outils pour l'implémentation de l'industrie 4.0. Alors, je rappelle aussi les thèmes généraux de ce deuxième panel, donc la 5G vers la 3 dimensions. 5G vers troisième dimension et la quatrième révolution industrielle, de la technologie 4.0 à la maintenance 4.0. Donc, éventuellement, les technologies immersives, c'est-à-dire un marché cible d'opportunités pour les entreprises marocaines, les challenges de l'information dans un contexte des nouveaux métiers de l'avenir, quel financement, accompagnement pour la petite moyenne industrie, la PMI, et éventuellement, on verra un cas d'usage de fait sur Smart Factory. Donc rapidement, on va enchaîner. Je commence par Madame Loubna Trisha, qui est directrice générale de l'OFPPT. Donc, Madame, je vous donne la parole rapidement. Je sais que vous avez des engagements par la suite. Bon, peut-être une petite question générale, c'est est-ce que vous pouvez mettre en avant l'offre formation au niveau de l'OFPPT en matière d'industrie 4.0, en matière de smart production, d'accord? Comment former des techniciens, des PAC plus 2 pour intégrer le marché industriel et comment renforcer les capacités des PMI marocaines? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je souhaiterais tout d'abord vous remercier de cette invitation, vous exprimer ma joie d'être parmi vous aujourd'hui et souhaiter le plein succès à cette nouvelle édition du Global Summit Industry. Donc, comme l'ont signalé plusieurs intervenants avant moi, le capital humain joue un rôle capital dans cette transformation. Il a d'ailleurs toujours été le moteur des révolutions industrielles, de la machine à vapeur à la robotique, en passant par l'électricité et l'arrivée des automates programmables. D'autre part, la formation professionnelle prend toute son importance et tout son essor quand on parle du secteur industriel, puisque la partie majeure de la workforce industrielle est représentée par des opérateurs et des techniciens, généralement issus de la formation professionnelle. Donc, comme nous le savons tous et comme ça a été évoqué en profondeur durant le panel précédent et durant l'intervention de Monsieur le ministre et Monsieur le vice-président, la transformation digitale touche en effet en profondeur le secteur de l'industrie et les modèles industriels ainsi que les chaînes de valeur s'en retrouvent modifiés, aussi bien au niveau des procédés industriels, des technologies utilisées que de la supply chain. Et par conséquence, l'ensemble des métiers y afférents s'en retrouvent impactés à des degrés bien entendu variables. Alors l'objectif étant toujours d'optimiser en continu les rendements, de réduire les charges répétitives, la pénibilité physique et de maximiser bien sûr la valeur ajoutée de l'intervention humaine. Alors pour la nouvelle offre de formation relative à ce secteur, qui sera mise en place à l'issue de la réalisation de la nouvelle feuille de route, elle a été pensée de toute évidence en phase avec ce contexte mondial et elle sera pensée de manière à tenir compte de ces gros challenges, notamment à travers la mise à jour des contenus relatifs aux procédés et aux technologies industrielles, la création de nouvelles filières plus adaptées, notamment celles relatives à la mécatronique, à la robotique, à l'intelligence artificielle et à l'industrie 4.0, l'inclusion des compétences digitales comme compétences transverses à l'ensemble des programmes via un cycle d'initiation au digital qui sera inclus à l'ensemble des métiers, le recours à une nouvelle génération d'équipements pédagogiques plus smart, incluant notamment la réalité augmentée, des simulateurs, l'impression 3D, la fabrication additive ou encore les outils de conception assistée par ordinateur et machines à outils à commande numérique. D'autre part, les nouvelles, ou plutôt la nouvelle génération d'établissements de formation professionnelle, notamment les cités de métiers et des compétences, seront dotés d'une chaîne intégrée d'innovation, incluant des espaces de coworking, des Fab Labs, des Digital Factories et des incubateurs, afin d'encourager l'émergence de nouvelles idées innovantes et la mise en place de start-up autour des nouvelles technologies, notamment l'industrie 4.0. À cela se rajoute un autre dispositif de formation qualifiante qui est capable de s'adapter au cas par cas,
aux besoins des communautés cibles à travers des cursus de formation de courte durée qui peuvent être customisés sur mesure selon les besoins de l'employeur pour apporter les compétences nécessaires, notamment les compétences numériques, ou accompagner la reconversion si nécessaire. Donc avec cet ensemble de leviers, nous pensons être en mesure d'accompagner la dynamique et la volonté de digitalisation de notre industrie, et nous restons bien entendu à l'écoute des besoins du marché de l'emploi et des employeurs pour travailler d'une manière anticipative afin de délivrer de manière efficace, quantitativement et qualitativement, les profils requis pour favoriser cette dynamique. Alors, je ne manquerai pas de souligner qu'en plus de ces transformations digitales, les métiers de l'industrie, en tout cas comment nous percevons leur évolution, sont également profondément touchés par la prise de conscience croissante vis-à-vis des enjeux du développement durable, et donc ce qui change significativement les standards internationaux. Et au niveau de la formation, ceci devrait suivre et se traduire notamment par une sensibilisation que si l'excellence opérationnelle passait par le passé principalement par des objectifs de production, ceci n'est plus suffisant aujourd'hui, mais encore faut-il que cette performance soit réalisée sans accident, sans impact négatif sur l'environnement, avec une consommation réfléchie et rationalisée des ressources naturelles, notamment celles en eau et en énergie, et avec une création de valeur pour tout l'écosystème. Donc ce sont les deux challenge majeur qui impacte aujourd'hui la restructuration de l'ingénierie de formation relative aux métiers industriels. Mais ceci dit, au vu de l'évolution perpétuelle et annoncée pour les métiers d'aujourd'hui et de demain, nous avons opté comme principe général de l'ingénierie de formation pour la nouvelle offre de formation professionnelle, de faire le choix d'une ingénierie qui favorise la polyvalence des lauréats, puisqu'on dit aujourd'hui que 60% des métiers qui verront le jour en 2030 restent un mystère aujourd'hui. Et donc la posture la plus adaptée et la démarche la plus adaptée pour laquelle nous avons opté d'un point de vue de la formation, c'est de concevoir des modèles d'ingénierie de formation qui favorisent la polyvalence des stagiaires, notamment via le recours à des parcours en tronc commun qui aboutissent à des spécialisations de plus courte durée, avec pour objectif d'élargir le spectre d'insertion des lauréats d'une part, mais surtout de renforcer leur adaptabilité pour les préparer à l'évolution éventuelle des métiers dans l'avenir. L'objectif étant d'inculquer à travers ce socle de base, ou plutôt à travers ce parcours de base, un socle solide, capable donc de permettre une insertion professionnelle efficace, mais aussi de préparer l'implémentation de compétences spécifiques supplémentaires dans le futur qui seront amenées par l'expérience professionnelle ou encore par des formations de courte durée. Donc, si vous me le permettez, j'aimerais également partager avec vous qu'en plus de son ouverture sur les métiers d'avenir, notamment ceux relatifs à l'industrie 4.0, la nouvelle offre de formation tirera son fort d'une grande partie, ou majoritairement, du nouveau modèle pédagogique qui sera mis en place et qui mettra une attention et un focus particulier sur les soft skills. Donc ces soft skills qui, nous savons tous, sont de plus en plus exigés aujourd'hui pour la réussite d'une insertion professionnelle efficace et durable, et qui, des fois, peuvent prendre le dessus sur les compétences métiers proprement dites, puisque c'est à travers ces soft skills qu'on arrive à les valoriser, à les marketer, à les partager et à les mettre également en synergie avec les autres collaborateurs de l'équipe au sein de laquelle on évolue. Donc cette attention qui sera apportée aux soft skills le sera principalement via l'adoption de nouvelles méthodes pédagogiques, ces méthodes qui se veulent plus participatives, plus interactives, favorisant la communication et l'émergence d'énergie et de la créativité des stagiaires. Et bien entendu, c'est dans l'objectif de contribuer à travers
cette nouvelle génération d'établissements et cette nouvelle offre de formation, à construire une nouvelle génération de jeunes capables de relever le défi de la digitalisation de l'industrie marocaine et au-delà, d'insuffler, de favoriser une dynamique d'innovation et d'entrepreneuriat au sein de nos entreprises. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Trécha, pour ces éclaircissements et explications. Donc, comme on a démarré un petit peu le panel en retard et que Madame Trécha elle a des engagements, donc on la remercie chaleureusement. S'il vous plaît, quelques applaudissements. Et merci d'avoir patienté pour participer et intervenir à ce panel. Je voulais juste m'excuser de quitter la salle comme ça. C'est, comme vous connaissez le programme initial, prévoyez la fin du panel bien avant. Je tiens à m'excuser de partir de cette manière. J'aurais adoré rester parmi vous. Je souhaite le plein succès à ce panel et à cette édition en général. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup, madame. Alors, formation, accompagnement, soft skills, et donc on passe un petit peu à la question du financement. Et donc je m'adresserai à notre cher ami Hicham Zanati Srghini, directeur général de la Caisse centrale de garantie. Donc si Hicham, les garanties, le financement du secteur industriel, spécifiquement les PME. Merci beaucoup. Merci. À l'image de Madame Trécha, malheureusement, j'ai également un engagement, mais il y a les équipes de la CCG pour répondre aux questions qui peuvent être posées. Alors, rapidement, je sais que ça peut être trivial pour certains d'entre vous qui sont là, qui connaissent un peu la CCG, mais pour ceux qui ne sont pas, je dirais, initiés, je voudrais rappeler de manière très brève, pour à peu près nous positionner en tant qu'établissement financier que nous sommes. La CCG est un établissement de crédit. Qui dit établissement de crédit, dit loi bancaire, etc. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que nous ne sommes pas le N+1. C'est-à-dire, l'idée au fond, c'est que nous avons une particularité, c'est que nous ne sommes pas dans le front office, ou en d'autres termes, nous ne sommes pas là pour concurrencer les autres acteurs du financement. Au contraire, on travaille avec les autres acteurs du financement pour faire en sorte que l'accès du financement soit le plus aisé possible, c'est-à-dire comment on peut créer ensemble avec les acteurs du financement de l'additionnalité. En d'autres termes, chaque année, au lieu que le marché du financement en faveur principalement de la TPE, de la PME se développe, au lieu de faire 100, avec nous, on va faire 120, 130, 140. Les 30 et les 40, c'est l'additionnalité que nous essayons d'apporter. Alors, comment nous l'apportons ? Nous l'apportons à travers, je dirais, nous avons une sorte de boîte à outils. L'essentiel, c'est là où on a réellement l'effet de levier, c'est le système de garantie. Comment ? C'est simple, quand vous êtes une entreprise industrielle, vous allez vous créer, vous allez vous développer. Au moment de votre vie, vous aurez également des besoins pour votre BFR. Ce sont vos lignes de financement que vous allez négocier avec vos secteurs bancaires. Vous avez également un moment où vous allez vous voir vous développer, c'est-à-dire aller exporter. À un moment où vous êtes malade, la restructuration, la difficulté de l'entreprise. Bref, tous ces moments qui sont des moments clés dans l'histoire de l'entreprise, la question du financement va se poser. Vous allez vous adresser essentiellement à qui ? Aux acteurs du financement. Qui sont ces acteurs ? Quand je prends le secteur industriel, à 90%, vous allez voir votre banque. Nous, on travaille avec le secteur bancaire de manière à rendre fluide et plus facile cet accès. La garantie, j'explique, reste l'outil principal. Comment ? En disant, c'est simple, au secteur bancaire qui fait son job, et au moment où on va essayer de se dire comment on va caler ce financement qui va être financé, qui va être accordé, nous intervenons à travers 50, 60, 70, 80% de quantité de garantie que nous offrons au secteur bancaire et faire en sorte que là où le blocage peut être, la porte du financement s'ouvre. Et annuellement, ce sont des milliards, je donnerai les chiffres à la fin pour vous donner à peu près une idée d'à peu près ce que nous faisons chaque année. Donc je disais, la garantie reste l'outil initial, mais nous intervenons également en dette comme toute banque, mais nous restons toujours cantonnés, ce qui est tout à fait normal par rapport, je dirais, à notre doctrine, c'est-à-dire que nous n'y allons jamais seuls, on y va toujours avec les autres. Et là, au fond, nous apportons deux solutions sur la question de la dette, en tout cas pour le secteur industriel, je parle. La première, c'est la problématique des fonds propres. Certes, quand vous êtes en entreprise, vous avez un taux d'endettement, je dirais, allégé. La question du financement, si elle se pose, elle peut se poser en termes de sûreté, mais pas en termes de plafond atteint.
Vous avez besoin d'une ligne, vous pouvez aller avoir votre ligne, là on intervient à 60%. Vous avez un programme d'investissement, la banque vous finance, on est derrière à 70%, ça pose pas de problème. Là où ça va poser problème, c'est que vous êtes en croissance, vous êtes une entreprise industrielle, mais vous atteignez un niveau d'endettement qui peut être important, même si vous êtes en croissance, et qui fait des pressions sur votre BFR, mais également, je dirais, la porte du financement risque de se fermer. La condition que va vous poser votre banque, c'est de vous dire, écoutez, moi, c'est pas que je voudrais pas aller avec vous, mais il va falloir renforcer vos fonds propres. En d'autres termes, une augmentation de capital devient nécessaire. Eh ben, on intervient à ce niveau-là en vous disant, ben, écoutez, vous êtes une entreprise en croissance, on voit très bien à peu près votre progression. Vous avez aujourd'hui des tensions, pourquoi ? Parce que votre niveau d'endettement commence à prendre un niveau un peu trop élevé. Eh bien, on vient en quasi-fonds propres. En d'autres termes, on est un investisseur, mais ça ne se traduit pas par une prise de participation, donc pas une dilution. On vient en quasi-fonds propres, à hauteur du montant de vos fonds propres. C'est-à-dire, vous avez des fonds propres de 3 millions de dirhams, eh bien, on injecte 3 millions de dirhams. C'est un financement sans garantie, à très long terme, et qui rassure le banquier sur, on va dire, la situation ou bien l'équilibre financier de l'entreprise. C'est des financements à long terme qui sont là. Et donc, la porte du financement qui était fermée pour votre développement s'ouvre, en tout cas dans la relation qui vous lie à votre banque. Là, je pense que c'est un outil qui est très intéressant. C'est un financement mezzanine et qui répond réellement à des problèmes de financement qui se posent aujourd'hui pour les entreprises du secteur industriel. Le second point, c'est l'économie verte. C'est bien de vouloir, en tant qu'industriel, se développer, mais aujourd'hui, il y a un certain nombre, on va dire, d'impératifs que nous devons tous être très regardants, et surtout que ça apporte de l'économie même pour l'entreprise elle-même. Et là, nous intervenons en cofinancement avec le secteur bancaire. En d'autres termes, vous allez venir, eh ben, vous avez un projet en termes d'économie d'énergie, en termes de dépollution ou autre. Eh ben, nous intervenons avec le secteur bancaire ensemble sur un financement matching fund, et sur lequel vous allez faire beaucoup d'économies d'argent pour la simple raison que le financement que nous allons, nous, sur notre partie accorder, sera un taux de 2,5%. Donc vous voyez bien, le taux de sortie sera un taux de sortie qui est très intéressant par rapport à celui du marché. Donc vous voyez bien que nous sommes présents sur la totalité, on va dire, du cycle de vie de l'entreprise industrielle. On répond à des problématiques que vous connaissez, celle de, je dirais, de chaque jour, celle de votre BFR, celle de vos projets d'investissement, celle de vos exports. Et puis, nous essayons également d'apporter un plus en tant qu'institution financière sur des problématiques, notamment qui sont liées à l'innovation. Et là, c'est tout un écosystème que nous essayons aujourd'hui d'adresser, et on souhaite qu'il y ait un partenariat beaucoup plus fort entre les entreprises industrielles et le secteur, en tout cas l'écosystème qui est aujourd'hui un secteur naissant des startups, de l'innovation. Et là, nous apportons des solutions également aux startups avec une chaîne de financement, de l'idée jusqu'à la croissance. C'est-à-dire au moment où vous avez votre projet, votre idée, vous êtes dans le proof of concept. On peut vous financer dans les premiers stades, c'est-à-dire au moment où vous êtes réellement à la recherche de votre premier client dans l'attraction. Et puis au moment où vous avez besoin d'investisseurs, il y a un certain nombre de fonds dans lesquels nous sommes investisseurs qui peuvent prendre le relais et avoir un investisseur avec vous. Donc comme vous pouvez voir, nous sommes présent sur la globalité. Je donne des chiffres rapidement pour terminer, pour voir à peu près ce que nous apportons aujourd'hui au secteur industriel. Sur les 5 dernières années, c'est plus de 90 milliards de crédits en faveur des entreprises, des PME, qui ont été garantis par la CCG. Et sur ces 90 milliards, 26% ou 27% représentent ceux du secteur industriel, qui représentent le premier secteur d'intervention de la CCG. Sur de la dette, sur les 5 dernières années, 5 milliards de crédits, avec bien sûr le secteur bancaire, mais notre part est 5 milliards. Sur 5 milliards, par contre, 50% représentent ceux des financements qui ont été accordés au secteur industriel. Pour dire, au fond, vous avez des projets, vous avez des besoins, nous arriverons toujours, pas dans tous les cas, mais nous arriverons toujours à vous trouver des solutions ensemble avec nos partenaires du secteur financier. Et je vous remercie. Merci. Donc, merci beaucoup, Stisser Ghini, pour votre participation. Et donc, on sait que vous avez juste après des engagements. Donc, on vous remercie encore une fois. Et je m'excuse, mais les équipes sont là pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Stisser Ghini. Très bien. Alors, offre de formation
financement. Et donc, on passe à l'industrie automobile. Et donc, je cède la parole à Madame Nadia Tezi, vice-présidente région Asie-Pacifique du groupe Renault. Donc, Madame, si vous pouvez nous faire un petit briefing sur l'industrie automobile, sur tout ce qui est cyber physical system, sur la smart production et votre modèle de production Industrie 4.0. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, brièvement, quelques mots sur Renault d'une manière générale. Donc, nous sommes un groupe avec deux usines de production, une à Renault-Tanger et une à Casablanca, avec une capacité de plus de 400 000 véhicules par an. Une filiale commerciale et aussi une agence bancaire, la RCI Bank. Donc, comme vous le savez, nous occupons aujourd'hui la première place et la deuxième place avec les deux modèles, avec nos deux marques, Renault et Dacia. Et nous employons aujourd'hui plus de 11 600 employés pour tout le Maroc. Donc, je vais parler un peu de la transformation digitale et comment nous l'avons vécu chez Renault et plus précisément dans nos usines du Maroc. Donc, la transformation numérique, elle a apporté beaucoup de changements au niveau de nos usines au Maroc. Et ces changements-là ont été constatés non seulement au niveau des systèmes et au niveau des process, mais aussi dans le mode de gestion et aussi, on le voit aussi au niveau de la main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, cette transformation, elle est plutôt caractérisée par une automatisation plus intelligente où les nouvelles technologies, ils ont été déployées au niveau de la chaîne de production. Et on parle aujourd'hui de process, machines et objets qui interagissent à n'importe quel moment au niveau des différents ateliers de la chaîne de production. Donc notre programme, finalement, il a été lancé il y a un peu plus de 2 ans. Je parle bien sûr du Maroc, du contexte marocain. Donc je vais citer quelques exemples où nous avons utilisé toute la partie nouvelles technologies. Je vais les citer les technologies une par une et pour vous montrer concrètement dans une chaîne de production comment on exploite les IoT, les big data, les AI, l'intelligence artificielle et toutes ces technologies. Donc je citerai un premier exemple dans la partie Internet of Things. Nous avons aujourd'hui au niveau de notre atelier d'emboutissage des presses les presses justement qui sont en train qui prennent des feuilles de tôle et qui les fabriquent et les emboutissent en objets ou en organes de véhicules. Donc ces presses-là, ils ont des têtes qui coûtent très très cher. Et quand une presse il est en panne, la panne, elle va avoir des effets sur toute la chaîne de production, depuis l'emboutissage jusqu'à l'atelier du montage. Donc aujourd'hui, nous avons installé des capteurs au niveau de cette tête de presse. Et ces capteurs qui vont nous dire à un instant T quel est l'état de la tête de presse et qui vont nous servir, et surtout aux techniciens de la maintenance, de faire de la prédiction. Est-ce qu'il faut changer la tête, quand il faut la changer et tout ça. Donc aujourd'hui, on a tout notre atelier d'emboutissage avec des têtes de presse équipées de ces capteurs-là. Et l'intelligence artificielle, justement, va nous aider à collecter la data, l'analyser et justement de donner les informations aux techniciens de maintenance pour agir au bon moment. Voilà. Un deuxième exemple aussi que je citerai là, on l'a eu au niveau du premier panel, c'est toute la partie suivie de l'énergie, la consommation énergie. Aujourd'hui, on a des capteurs de partout dans l'usine et qui permettent de nous remonter toutes les informations pour suivre la consommation énergétique. Ça peut être électrique, eau ou gaz. Et tout ça a été possible bien sûr, avec la mise en place, Monsieur Achour va me comprendre, d'une technologie qui s'appelle aujourd'hui le One LoRa. Donc c'est une technologie qui permettra de connecter ces objets
à faible bande passante sur des portées de longue distance. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec la NRT. Et s'ils sont là, moi je profite de demander leur soutien, justement pour homologuer cette technologie qui va nous permettre à interconnecter tous les objets de l'usine. Donc c'est un chantier qui est en cours, mais déjà en termes de maintenance prédictive, on a déjà des résultats et on voit un peu le bénéfice de cette technologie. Un deuxième exemple qu'on a mis en place au niveau des usines, c'est ce qu'on appelle chez nous la digitalisation du poste de travail au niveau de la chaîne de production. Donc aujourd'hui, on a mis en place des écrans tactiles sous forme de tablettes au niveau de l'opérateur, avec des informations vraiment en live de tout ce qui se passe autour de lui, soit en amont ou en aval, pour justement prendre la décision au bon moment si jamais il a produit un défaut de qualité. Donc il sera alerté pour dire attention, vous avez fait des défauts de qualité, donc comme ça il pourra se corriger, que ce soit le manque de pièces ou plusieurs informations ou carrément quand il a besoin de l'aide, il n'a pas besoin d'aller chercher, appeler quelqu'un, donc il y a un bouton où il peut presser, comme ça il aura de l'aide. Donc ça c'est au niveau du poste de travail. Nous avons aussi déployé ce qu'on appelle, nous, la géolocalisation, c'est-à-dire on a aujourd'hui des véhicules de partout dans les ateliers, soit des véhicules qui suivent le film, c'est-à-dire c'est des bons véhicules, donc qui vont être acheminés vers l'export, ou c'est des véhicules qui ont des petits problèmes, donc il faut les retoucher. Et donc aujourd'hui, le fabricant, il a du mal à retrouver, localiser ces véhicules, que ce soit à l'intérieur de l'usine ou à l'extérieur de l'usine. Donc on avait mis des petites pastilles, des Bluetooth énergie, qui émettent des faibles signaux. Et ces pastilles-là, on va les utiliser avec des émetteurs en interne usine et avec des GPS à l'externe de l'usine pour localiser le véhicule à n'importe quel moment. Là, aujourd'hui, c'est des choses qui sont sur le terrain, que le fabricant utilise, et ça nous a permis de localiser les véhicules et de raccourcir le temps d'inventaire qu'on fait tous les jours dans nos usines. Voilà, il y a plusieurs exemples qui sont aussi implémentés au niveau des usines au Maroc. Donc la partie data, je voudrais bien le souligner parce que aujourd'hui, moi j'étais il y a 2 semaines, il y a un fabricant qui est venu me dire Nadia, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de recruter un data scientist. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin. Il y a aujourd'hui, pour moi, c'est un nouveau job qui se crée au niveau même du métier. C'est même plus IT, c'est le fabricant qui souhaite avoir un data scientist justement pour l'aider à analyser ses datas. Dans toutes ces technologies, aujourd'hui, je pense qu'on a la main d'œuvre au Maroc, on a la compétence au Maroc, mais il faut surtout aussi qu'on revoie la compétence que nous avons, c'est-à-dire les gens qu'on a déjà dans nos équipes IT au métier, et faire un programme. On a parlé ce matin de reskilling, la dame de l'Angleterre, elle a parlé de reskilling ou upskilling. Donc c'est des choses qu'on est obligé de les mettre en place dans nos usines pour faire face à ces technologies et à cette nouvelle technologie. Voilà. Merci beaucoup, Madame Tiesi. Donc, comme on a un petit peu plus de temps, on va vous retenir avec nous un petit peu plus. Alors, vraiment, on est sur un écosystème industriel où la montée en compétences, le upskilling, l'offre de formation, le financement sont partie intégrante de cet écosystème, mais les processus, les modes de transformation et la maintenance 4.0. C'est des éléments très importants pour pouvoir hausser les niveaux de productivité et pour s'inscrire sur des chaînes de valeur mondiales. Et par rapport à cela, et donc j'espère que vous faites de la sous-traitance auprès de PMI marocaines pour que la PMI marocaine puisse s'inscrire dans des chaînes de valeur mondiales et puisse, je dirais, faire partie intégrante de valeur ajoutée à l'échelle internationale. Mais bien évidemment, la PMI, il faut
qu'elle ait plus d'accompagnement, plus de garanties de financement. Cicrani nous a bien sûr mis à plat les modalités de financement, mais je pense que la problématique, c'est l'assistance technique pour que les PMI puissent bien évidemment travailler avec des groupes internationaux en matière d'industrie automobile ou aéronautique, mais éventuellement pouvoir faire de l'export, pouvoir exporter et améliorer la balance commerciale du Maroc. Alors, certainement, à travers tout cela, formation, financement, upskilling, processus de transformation, smart production, industrie 4.0, maintenance 4.0, il faut qu'il y ait de la connectivité. Et donc, on va s'intéresser aux objets interconnectés. Et donc, on ne trouvera pas mieux que Monsieur Chekib, pardon, Monsieur Chekib, si vous permettez, donc directeur stratégie développement de Huawei, d'accord, c'est vous, donc je préfère vous donner... Je crois qu'il y a juste une erreur, donc c'est Chekib Achour. Chekib Achour, exactement, oui. Je suis désolé, Monsieur Achour, donc oui, la parole est à vous, problème. et donc je vais vous poser une question directe, donc Huawei, s'il vous plaît, dites-nous quelle est votre offre de service, qu'est-ce que Huawei est là comme apport en matière d'industrie 4.0, spécifiquement la technologie 5G. Parce qu'à travers Huawei, on fait les objets connectés et on fait le Cyber Physical Systems. C'est votre expertise, c'est votre technologie. À vous la parole, monsieur. Je vous remercie. Merci. Je crois que j'ai prévu des slides pour accompagner mon speech, mais bon, je peux le faire sans slide, mais avec les slides, ça serait problème beaucoup technique, plus, donc voilà, si vous ça avez serait ça sur beaucoup mieux. PowerPoint. Bon. Oui. Premièrement, donc, je vous remercie. Donc, je m'appelle Chekib Achour, donc je suis le directeur marketing stratégie et je suis également l'ambassadeur ICT Huawei donc, au Maroc, Nord-Africa. Je remercie Hicham de cette invitation, donc au nom de Huawei. Alors évidemment, donc, quand on parle de la révolution industrielle 4G, il faut situer quand même les choses avec des chiffres clairs et il faut parler de la transformation digitale, il faut parler de l'économie numérique. Et aujourd'hui, donc, on évalue le potentiel de l'économie numérique à 23 trillion billion US dollars à l'horizon de 2025. Et tout ça grâce à l'économie digitale. Et cette économie digitale ne peut être là que grâce effectivement, je vais me mettre debout là pour c'est plus confortable, que grâce effectivement à la mise en place de ce qu'on appelle les technologies TIC ICT. Et dans ces technologies TIC ICT, donc qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la connectivité, on va trouver le big data, on va trouver le cloud data center et on va trouver effectivement toute la partie qui permet de mettre en place cette économie digitale. Alors, parmi les choses les plus importantes aujourd'hui, on regarde, il y a plusieurs pays qui ont mis en place une transformation digitale. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'Allemagne. L'Allemagne, quand elle a mis en place la transformation digitale, c'était clairement un objectif clair. L'objectif du gouvernement allemand, c'était de faire de l'Allemagne le pays phare en industrie 4.0. Alors, pour être phare dans l'industrie 4.0, il faut de la connectivité, il faut du broadband, il faut du 5G, etc. Alors, pourquoi le 5G ? Le 5G, aujourd'hui, c'est une nouvelle technologie. Tout le monde pense que la technologie 5G, donc c'est le débit. Mais non, c'est pas juste le débit. Le débit est très important, mais il y a beaucoup plus que le débit. Donc c'est la première fois on a aujourd'hui une technologie qui représente une résultante aujourd'hui de l'IT et de l'économie et qui s'apprête bien à travailler dans un mode cloud et d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, clairement, ce qui se passe au 5G, comme l'a été défini par les ITU, donc en fait l'international télécommunication, ça se représente en fait sur un triangle de 3 sommets où il y a un sommet qui représente la partie connectivité, où là on peut atteindre effectivement le 10, 15, voilà, les slides ils sont là. Effectivement, donc j'étais en train de parler tout à l'heure donc de le volume de l'économie numérique et de l'apport, donc effectivement, de ce qu'on appelle la connectivité de masse. Et donc, en fait, quand on regarde en bas, c'est quoi cette connectivité de masse? Il est intéressant de parler de cette connectivité de masse telle qu'elle a été définie par l'ITU. Donc, on a un premier sommet qui est en haut et on parle de broadband. Après, quand on descend en bas, donc on va gérer des connectivités massives. Donc, Madame Tazi, tout à l'heure, elle a parlé de l'IoT, mais il y a beaucoup d'objets connectés. Donc, effectivement, il faut être capable de gérer cette multitude de connectivités. Et également, on a le temps de latence. Alors, ce concept, si vous voulez, de la connectivité de masse permet de mettre en place ce qu'on appelle, à contribuer, si vous voulez, à l'augmentation de PIB et mettre en place une économie digitale, comme on la voit aujourd'hui ici dans ce slide, aussi bien au niveau e-gouvernement, au niveau retail, transport, finance,
utilities, etc. Et tout ça repose, bien sûr, sur le cloud, sur le data center, sur l'IoT, sur l'intelligence artificielle. Next slide. Le prochain slide. Alors, j'ai parlé tout à l'heure rapidement, donc je vais aller rapidement. Donc, les pays, effectivement, ils sont partis 170 pays qui ont déjà mis en place une stratégie digitale avec des objectifs clairs. Et des objectifs clairs, et c'était des projets qui ont été menés directement, gérés directement par de très haut niveau. Par exemple, le Singapour, c'est le Premier ministre qui a géré la transformation digitale. Par exemple, le cas de l'Allemagne, c'était clairement, l'objectif, c'est de faire de l'Allemagne un pays phare en industrie 4.0 à l'horizon de 2025. On a participé, nous, Huawei, donc, sur la transformation digitale du Brésil. On a travaillé sur le UK, l'Arabie Saoudite. Et vous voyez très très bien, à chaque fois, il y a un objectif clair à atteindre. Et quand on regarde, en fait, par rapport à ça, donc les études qu'on a fait donc, avec d'autres cabinets donc, montrent effectivement 20% de croissance, une croissance d'investissement de 20% en technologie ICT permet d'augmenter le PIB de 1%. C'est très important. L'autre deuxième point, les investissements ICT aujourd'hui sont 6 à 7 fois plus profitables que les investissements sur je dirais des industries traditionnelles. Et quand on regarde aujourd'hui les chiffres, l'économie digitale, elle a une croissance de 2 à 3 fois plus que l'économie traditionnelle. Alors, dans tout ça, next slide, quand on regarde dans tout ça, en fait, le 5G prend une dimension qui est très, très, très importante, où on voit par exemple les États-Unis, ils ont déjà lancé le 5G avec des objectifs qui sont clairs. C'est le cas de l'Europe, le Japon, la Chine, la Corée. Et donc, l'année prochaine, donc c'est clair, l'année prochaine, ça va être l'année du 5G. Next slide. J'ai expliqué tout à l'heure donc le fondement de base de cette connectivité de masse, qui est le cœur, si vous voulez, de 5G. Et dans le 5G, donc on a une connectivité qui va aller de 10 à 15 fois plus que ce qu'on a aujourd'hui au niveau de réseau LTE, au niveau de 4G. La massive connectivité et le temps de latence très très réduit pour qu'on puisse travailler sur Smart Factory et qu'on puisse travailler sur des business B2B qui sont très très critiques. Next slide. Alors, tout ça, effectivement, nécessite un écosystème. Aujourd'hui, donc, on a des standards de 3GPP qui normalisent les technologies. Donc, on parle de la technologie 5G. Donc, aujourd'hui, c'est déjà mis en place. La release R16, donc, qui est déjà mis en place, où des pays, effectivement, comme la Corée, les États-Unis, la Chine, quelques pays européens, le Japon, ils ont déjà lancé le 5G avec des use cases qui sont clairs. Il faut aussi, donc, dans cet écosystème de 5G, donc, il faut des chipsets. Donc, les chipsets, donc, vous avez Qualcomm, vous avez Intel, et vous avez HiSilicon. HiSilicon, c'est la filiale de Huawei qui travaille sur les chipsets. Donc, nous avons nos propres chipsets sur les smartphones 5G et également sur les terminaux CPE pour pouvoir distribuer la connectivité dans des zones d'immeubles ou dans des entreprises ou dans des usines. Next slide. Alors, quand on regarde en fait par rapport à notre objectif, et notre slogan, c'est quoi? C'est de construire un monde connecté et intelligent. Pour construire un monde connecté et intelligent, nous avons besoin d'une connectivité qui soit omniprésente, nous avons besoin de l'intelligence, l'expérience cliente, il faut qu'elle soit bonne, et puis une plateforme digitale. Quand on parle d'expérience cliente, il faut qu'elle soit bonne, parce que quand on lance des applications sur la télémédecine, si on n'a pas le broadband, l'expérience du citoyen ou des utilisateurs, elle sera mauvaise. Donc ça ne sera pas bon. Alors, pour répondre effectivement à ça, donc Huawei, donc ce qu'on a mis en place, on a nos corps de connectivité dans lesquels on va trouver la partie wireless, la partie fixe, la partie core network, l'IoT. De l'autre côté, il y a le cloud computing, dont on va trouver toute la partie IT, les serveurs, le stockage, l'intelligence artificielle et les smart devices. Après, le slide présent, le next slide, on va se concentrer sur le 5G et on va se concentrer sur sur le 5G avec l'intelligence artificielle et le cloud pour effectivement vous montrer des use cases qu'on a déjà mis en place pour le Smart Factory, pour le transport, l'énergie, la santé et d'autres secteurs. Donc là, on va aller détailler un petit peu quelques use cases. Là, le prochain slide. Alors le slide que vous avez ici, donc en fait c'est un slide qui peut résumer donc un Smart Factory. Donc on a un bras de robot avec une caméra. Ce qu'on faisait avant, donc c'était une caméra donc avec un câble qui est lié avec la fibre optique, etc. Donc c'est pas effectivement optimal pour un robot, un bras de robot. Aujourd'hui, ce qu'on met dans le Smart Factory, donc on met plusieurs caméras haute définition
qui sont directement attachés au bras de robot. Alors imaginez-vous, donc chaque caméra, haute définition, donc il doit traiter des images, elle doit les envoyer en cloud. En plus, avec l'intelligence artificielle, ça devient beaucoup plus compliqué. Le PC traditionnel, tel qu'on l'utilise dans l'industrie, ne peut pas suffire. Et donc, les solutions de mobilité de 5G, c'est une alternative très importante parce que les caméras, ils vont prendre des images en temps réel qui sont transmises par le 5G sur le cloud, qui sont interprétées par l'intelligence artificielle et donc pour assurer une meilleure production. Alors, ce type, je dirais, donc, de use case permet d'avoir un déploiement très flexible. Et quand je dis staff zéro, ça ne veut pas dire qu'on supprime des emplois, non. En fait, les personnes qui sont en train de surveiller le robot, donc ils vont travailler sur le cloud et sur l'intelligence artificielle, donc ils vont devenir plus intelligents. Et donc ils auront plus de valeur. Et donc on aura une efficacité qui augmente de 100 à 300%. Alors, je vais juste... 2 minutes. 2 minutes. Je vais passer sur un use case des mines, qui peut être important pour l'OCP. Next slide, pas celui-là, pas celui-là. Voilà, celui-là. Alors, aujourd'hui, vous savez très très bien, par exemple, les environnements des mines, donc on a l'état mineux qui est très dangereux, donc le mauvais environnement au niveau des transports. Donc, on les a remplacés par quoi? Donc, on a mis en place un site central de contrôle à distance et avec un système automatisé. C'est-à-dire les gens dans les mines qui vont travailler avec un travail très très dur pour, je dirais, conduire des engins, ils vont travailler plutôt dans un cadre très confortable pour surveiller effectivement le déroulement de la productivité. Évidemment, qu'est-ce que ça permet d'avoir? Tout ça, c'est grâce au 5G. Ça permet d'avoir une meilleure sécurité. Donc, avec ce case qui a été lancé donc, en Chine avec China Mobile et China Unicom dans 2 régions différentes, on a augmenté l'efficacité de plus de 10% et avec une sécurité au niveau du conducteur qui a accru de 100%. Voilà, par rapport au temps, je pense que... Mais il y a d'autres use cases sur la santé, sur l'éducation. Le résumé, c'est que ce que je peux vous dire, c'est que par rapport au 5G, tout le monde parle du 5G, mais en fait, le 5G, c'est beaucoup plus que ça. C'est dans l'industrie. Alors évidemment, ça paraît facile comme ça, mais pour effectivement arriver à ce genre de use case, il faut que le cloud data center soit proche effectivement de là où se trouve effectivement la production pour que puisse avoir ce temps de latence qui est très réduit et donc assurer donc cette productivité. La dernière remarque que je peux partager avec vous, donc tout le monde parle de 5G, des fréquences. Alors, sachez qu'aujourd'hui, sur des fréquences de 5G, tout le monde parle de C-band, parce que C-band, c'est la fréquence la plus mature aujourd'hui en termes d'industrie B2B, bande passante, etc. C'est des fréquences qui sont déjà utilisées depuis longtemps, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est mauvais part. » Mais non, ça fait longtemps qu'on utilise déjà le C-band. Aujourd'hui, la BLR au Maroc, il est déjà utilisé sur le C-band. Donc, il n'y a pas de danger. Nous avons besoin aujourd'hui d'une transformation digitale, de la connectivité, le 5G, et également le cloud et l'intelligence artificielle. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Chekib Achour. Donc, je rappelle que vous êtes directeur marketing stratégie Huawei. Merci pour cet exposé high technology. Alors, on reste sur le Maroc. Donc, je passe la parole à Monsieur Amin Zarrouk, directeur général Alten Maroc. Et donc, il va s'attarder sur la FES Smart Factory. Donc, je peux m'attarder. On est d'accord. Dans la limite du possible. D'accord. Alors, je me présente, Amin Zarrouk. Je suis directeur général d'Alten Maroc. Alors Alten, c'est un leader mondial de l'ingénierie et conseil en technologie, de plus de 40 000 personnes dans le monde et à peu près 800 ingénieurs au Maroc, entre 2 sites, à Fès et à Rabat. Alors, si vous voulez, je suis un petit peu l'incarnation de l'industrie 4.0, étant donné que nous avons une partie au Maroc sur l'ingénierie industrielle, notamment l'automobile, et une autre partie sur le digital et les télécommunications. Donc on incarne quelque part ce mariage finalement qui est l'industrie 4.0, qui est le mariage de l'industrie et du digital, entre autres. Si vous voulez, cette croissance de notre entreprise nous a permis de constater 2 choses. La première, c'est qu'au Maroc, nous sommes un pays où on a des compétences de grande qualité, des ingénieurs qui peuvent travailler sur des grands sujets avec des grands donneurs d'ordre allemands, français,
qui peuvent développer des sujets, des solutions assez compliquées et qui n'ont rien à vouloir à leurs homologues allemands ou marocains ou français. Le deuxième constat, c'est que, étant donné notre entreprise en fait a pu se développer depuis la région, donc la région de Fès, c'était notre début de l'histoire et nous avons pu faire cette croissance extraordinaire. Donc là, on a toujours le barycentre plutôt du côté de Fès, avec à peu près les 2/3 de l'activité. Donc la compétence n'est pas que sur l'axe Casablanca-Rabat. Alors pourquoi je parle de ce sujet-là? Parce que je pense qu'il est primordial. Je pense qu'on a tous compris que l'industrie 4.0, c'est une évidence. C'est même pas, en fait, je pense qu'on n'est même pas en train de discuter est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire ou pas. Effectivement, il faut qu'on choisisse notre camp. Soit on va être consommateur ou on va être producteur. Je pense que tout le monde est d'accord. Nous avons tout intérêt à être des producteurs de technologie, des producteurs d'industrie 4.0. Ça me rappelle un exemple qu'un ami m'a donné sur l'agriculture, qui m'a un petit peu fait sourire, mais il m'a dit le Maroc exporte beaucoup de tomates et d'agrumes, et c'est pas malin, parce que finalement on exporte de l'eau. Et si on exporte de l'eau, on n'a pas beaucoup d'eau, donc c'est pas très malin de faire ce travail-là. Il faut faire le maximum de transformation avant d'exporter. Et je pense que la ressource de l'eau, elle est comparable à la ressource de compétences parce qu'on n'en a pas. Sauf que l'eau, on ne peut pas le construire, la compétence, on peut la construire. Donc je pense que, et d'ailleurs je peux un peu me remettre en question l'activité que je fais, qui est l'offshoring. Ça veut dire que quelque part on exporte le service quelque part brut de la compétence, alors que, c'est-à-dire si on développe aujourd'hui des tableaux de bord pour Volkswagen ou pour Daimler au Maroc, pour être consommés en Allemagne, pour ensuite acheter cette compétence encore plus cher. Donc pourquoi ne pas penser à maximiser le taux de transformation au Maroc et transformer encore plus et produire des choses avec une plus forte valeur ajoutée. Et donc je pense que cette volonté du Maroc de faire du haut de gamme, entre guillemets, de monter en gamme en termes de prestations, ça prend tout son sens parce qu'on passe d'un mode où on faisait un peu la prestation avec faible valeur ajoutée, on est plus aujourd'hui en train de monter en gamme pour aller faire de l'ingénierie, pour faire de la R&D, etc. Donc là aujourd'hui, on a des groupes comme PSA, comme Renault, qui commencent à confier aux ingénieurs marocains une partie de leur R&D. Alors justement, je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est par rapport à un grand projet que nous sommes en train de développer, qui est parti d'un constat très simple. Étant donné que Alten est une entreprise militante, notamment de la région, on s'est rendu compte que le bassin RH d'une région comme Fès-Meknès, qui est aujourd'hui le premier pôle universitaire au Maroc, doit se positionner, doit choisir quelque part un créneau sur lequel, parce qu'il n'y a pas de port. Alors on a compris, monsieur le ministre, qu'on va bientôt utiliser les drones, tant mieux, s'ils sont de longue portée. Mais en attendant, il faut se positionner sur quelque chose qui ne requiert pas les ports. Et donc le digital, effectivement, je pense que ça répond à cette problématique. De l'autre côté, on a des industriels qui n'arrivent pas à optimiser leur productivité. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et là est venue l'idée de l'industrie 4.0, parce que quand on voit, et justement, monsieur, il s'appelle Belkhiat, il a fait une proposition, mais je pense que nous sommes bien avancés par rapport à cette réflexion, parce que dans sa proposition, l'idée c'était de rassembler, on va dire, le monde des startups, le monde des industriels, le monde de la région et de l'université pour travailler la main dans la main sur un seul projet, piloté. Lui, il a dit par les industriels, moi je dis conjointement, ensemble, pour faire aboutir et développer quelque chose. Je pense que
ce projet-là sur lequel nous avons travaillé et qui est aujourd'hui sur un niveau d'avancement très satisfaisant, nous a permis de rêver à un rêve. Et donc peut-être ce rêve-là, si vous me donnez l'occasion de projeter un petit film de 2 bacheliers aujourd'hui, dans 5 ans, raconter leur histoire et regarder peut-être dans une petite boule de cristal à quoi ça va ressembler. Donc Régis, s'il vous plaît, si vous pouvez appuyer sur le bouton. Projeter. Il nous faut du son. Électrique à très faible consommation, destinée à plusieurs usages. Leila et Amin ont pensé leur projet quand ils étaient étudiants. Ils y croyaient tellement, mais ne savaient pas comment s'y prendre. Move On nécessitait un investissement important en équipement pour être concrétisé. Les 2 étudiants avaient appris que l'université Euromed Fès lance un projet en partenariat avec Alten et la CGEM, Fès Smart Factory, intégré au campus de l'université et qui proposait des programmes d'accompagnement pour les startups autour de l'industrie 4.0. Leila et Amin ont répondu à un appel à manifestation d'intérêt et ont démontré que leur start-up dispose d'une solution innovante qui répond à un besoin du marché important avec un business model viable. Une fois que le projet a été sélectionné, Leila et Amin ont bénéficié d'un accompagnement et de l'accès à l'usine installée sur place qu'ils ont utilisée pour y produire les prototypes, voire des premières commandes. L'usine modèle de la Fès Smart Factory était le premier client de la start-up Move On. Leur première commande était de produire le moteur électrique qui sera assemblé pour produire les fauteuils roulants électriques Made in Morocco que l'usine vendra à la région et aux associations des personnes handicapées. Une commande pour 2 ans avec un engagement de diversification et de sous-traitance local zone. La start-up a pu bénéficier d'une incubation, d'un accompagnement et d'un accès mutualisé aux lignes de production de l'usine modèle ainsi qu'aux équipements et aux laboratoires de l'université en mode co-factoring. Grâce à la mise en relation avec la Fès Smart Factory, la start-up Move On a trouvé des levées de fonds et des contacts intéressants chez des grands donneurs d'ordre mondiaux. En seulement 2 ans, la start-up a réussi à diversifier et a pu monter sa propre ligne de production dans la même zone de la Fès Smart Factory et s'est engagée dans un processus similaire de sous-traitance local zone pour accompagner d'autres start-up. Quelques années plus tard, Move On a reçu une offre d'achat de la part de Tesla. Après une longue réflexion, Leila et Amin ont décidé de décliner l'offre, mais ont réussi à négocier un contrat de 5 ans pour équiper le Model Z de Tesla. Bon. Leila et Amin. Rêvons jusqu'au bout. Donc je me permets un petit commentaire. C'est un use case, si vous voulez, de ce projet. Alors le projet, c'est quoi? C'est une zone industrielle 4.0 qui va permettre d'avoir d'un côté des industriels, des smart factories qui ont besoin ou qui veulent prendre le virage de la transformation 4.0, mais de l'autre côté, quand on a vu qu'il y avait beaucoup d'industriels qui avaient cette volonté-là, mais qui n'ont pas forcément la taille de Renault, de Schneider et d'autres, de PSA ou de Renault, pour investir et ramener les experts à l'international, de l'international. Donc, il leur faut des fournisseurs locaux. Alors, et de l'autre côté, on avait, dommage que Hicham n'est plus avec nous, de l'autre côté, on a des start-upers qui n'arrivent pas à trouver des clients pour leurs projets innovants. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une plateforme qui réunit tout ce beau monde, mais avec une particularité. En plus d'avoir l'incubateur des startups d'un côté et les smart factories de l'autre côté, il fallait développer un catalyseur. Un catalyseur qui est l'usine modèle. Donc cette usine modèle, je suis ravi d'avoir Zakaria de l'ADD avec moi, avec lequel nous sommes en train de réfléchir à comment le gouvernement, le ministère de l'Industrie va pouvoir nous aider sur ce grand projet. Mais donc j'appelle, évidemment c'est un projet qui est d'abord de la région, où la région subventionne une bonne partie, l'université propose le terrain et un financement. Toute aide, évidemment, puisque je m'adresse quand même à un panel de gens intéressés
par l'industrie 4.0. Donc tous ceux qui peuvent ou qui veulent contribuer à la réussite de ce projet n'ont qu'à se manifester. Je pense que Leïla et Amine vont être très très contents dans 5 ans d'avoir ce grand projet. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Si Amin Zarrouk. Je rappelle que vous êtes directeur général Alten Maroc. Donc, je passe la parole à Monsieur Mohamed Jabbar. Donc, il est président directeur général de BC Skills Group. Donc, monsieur, vous savez très bien qu'au-delà de l'écosystème, le capital humain reste l'épine dorsale de cette transformation industrielle, de l'industrie 4.0. Donc, vous avez 10 minutes, si vous pouvez nous parler de votre offre de service, ce que vous proposez pour intégrer les PMI dans cette sphère de l'industrie 4.0. À vous la parole, monsieur. Merci. Merci déjà à Industrie du Maroc pour m'avoir invité à cet événement. Tout d'abord, je voudrais repositionner le décor, parce que le Maroc actuellement se positionne avec une double casquette, une casquette de consommateur des technologies industrie 4.0, parce que l'industrie englobe tout ce qui est nouvelles technologies qui vont avec, et aussi producteur de nouvelles technologies. Et moi, je me présente aujourd'hui avec la casquette producteur, ayant accompagné des industriels de toute taille dans le monde dans leur aventure de transformation digitale et l'appropriation des nouvelles technologies, principalement l'industrie 4.0. Le facteur humain est à la fois, là aussi, un consommateur et aussi un producteur de la technologie. Et les 4.0, ce n'est plus l'industrie 4.0, ce n'est plus les technologies 4.0, c'est l'humain 4.0 qu'on a actuellement. C'est l'humain qui consomme la technologie et lui-même qui la crée. Et du coup, on se positionne dans une situation d'être à la fois un producteur et consommateur. Et il n'y a pas mieux... Je changerai de micro. Merci. Et il n'y a pas mieux que d'être un professionnel utilisateur pour pouvoir produire. C'est le cas actuellement au Maroc. On a la possibilité, on a l'avantage d'avoir accès à toutes les technologies sans presque aucune restriction. Et nos ingénieurs sont des ingénieurs qui vivent avec la technologie et qui passent les 24 heures en accompagnement d'un engin relevant de la technologie 4.0 et sont eux-mêmes qui créent la technologie actuellement. Et la cartographie actuelle du secteur du marché nous identifie des opportunités partout dans les différents volets, les différents secteurs de vie de notre quotidien. Et du coup, le challenge actuel pour nous, c'est d'être capable de voir l'opportunité dans le bas de la pyramide, là où se situe la grande masse de l'économie nationale, à savoir les petites entreprises et les petits commerçants, et comment nous, producteurs de technologies, on pourra leur offrir des solutions qui les mettent aussi au niveau 4.0 globalement, et du coup qui permettrait de dégager un ensemble d'opportunités pour lever en niveau ce volet-là. Parlant du capital humain, je crois que la solution actuelle, parce qu'on se retrouve sur une phase très avancée de la technologie qui est arrivée brusquement, je crois que c'est une réalité, on n'est pas très très bien préparé à cela, et je crois que il revient en urgence à toute entreprise productrice de technologie d'avoir ces procédés, d'avoir ces moyens, d'avoir ces procédures de création de capital humain capables d'être sur la même longueur d'onde et d'être producteurs des produits qui sont à l'ère du digital et à l'ère actuelle. Et voilà, j'étais bref. Merci. Merci beaucoup. Vous étiez très efficient, donc on vous remercie encore une fois et droit au but. Merci beaucoup. Alors voilà, on passe à la partie continentale et donc je cède la parole à monsieur Alster Tempest.
Vous êtes CEO of E-Commerce Forum Africa. Donc à vous la parole, monsieur. Vous avez 10 minutes. Merci beaucoup. Merci bien, Monsieur le Président. Good afternoon, ladies and gentlemen. I feel very embarrassed because I lived for a very long time in Belgium. I moved to Africa, to an English-speaking part of Africa, nearly 10 years ago, and now I've lost all my French. So I will not try to speak to you in French. It will be a disaster. Ladies and gentlemen, I think we have to be we have to decide whether e-commerce is specifically just the sale of products or whether it is much broader than that. Have I got my slides? Yep. Yeah. Well, sort of. Could you put the first slide on, please? Thank you. Right. It's okay. Ça va. Ouais. We feel that e-commerce is not just the sale of products. It's also allowing the consumer or business to look at a product online but go to a shop to buy it, or vice versa. Go to a shop to buy it and then go to a shop to look at it and then come home and buy it. So it's much broader than just the one action of selling online. I'd also like to say that it's not just about business to business, business to consumer, consumer to consumer. It's also government as well. Government nowadays is using e-commerce far more, e-government, to sell visas, to ensure that people are licensed to provide products, etc. So just to put it in more broader context, we, as the E-Commerce Forum Africa, which is a very new organization, we identified 12 different barriers to e-commerce in Africa. They are all relevant. Some countries enjoy the problems of all 12, and some don't. So just to, again, look at how in Africa e-commerce will develop. Second slide, please. Slide suivant. Merci. My favorite quote at the moment is this quote from the AU-EU Digital Economy Task Force. And it says, e-commerce, the sale of goods and services online, will be the bloodstream of trade in Africa, nationally, regionally, continentally, and also globally. I think that's very important. Why are we, as the e-commerce forum, why were we created? We were created because of the African Free Trade Area. The African Free Trade Area, ladies and gentlemen, is created, or was dreamt up by the politicians in order to ensure that Africa as a continent moves away from selling its jewels outside Africa and sells much more within Africa. 17% of goods manufactured or produced, goods and services manufactured, created in Africa, are sold within Africa. The rest are sold outside. This is a very dangerous situation. As I've written there, if Mr. Trump sneezes or if the European Union has a cough, then Africa catches the cold. We have to move away from that. And we have to move away from it quickly. The time is running out. I forgot to mention, we are also trying to bring together the e-commerce associations in Africa that exist nationally. There is one here in Morocco. I can't now contact them. If anyone is involved in the e-commerce Association of Morocco, please let me know afterwards.
Africa has to create a vibrant and active internal market within the continent. That will create economies of scale, which are essential. If someone today is making a product here in Morocco, it's very difficult for them to grow beyond Morocco. But if there is a free trade area within the whole of Africa, then they can grow and build. That is what happened in the European Union. That is what has to happen here in Africa. And we need e-commerce skills to succeed, as Madam Carroll pointed out earlier. Next slide, please. Well, okay. In the last 10 years, as we know, Africa has leapfrogged. Mobile phones are now the norm. That is extremely important. Traditional banking is being tested and found to be wanting in Africa. These are all disruptive. So should we call this the 4.0 industry, or should we call it the fourth industrial revolution? Revolutions happen immediately without necessarily being planned, whereas the 4.0 industry one considers a more quiet and gentle way of going about things. I like the idea of a revolution myself. 3 minutes, sir, please. Okay. Thank you so much. Right, okay. We desperately need to diversify our manufacturing. This is extremely important. We talked earlier, many people have talked about the fact that industry must go towards just the new technologies. I don't think that's necessary at all. Industry will follow a rhythm, and it is as important to make spare parts for cars as it is to look at, for example, blockchain or any of the other revolutions. Many countries are looking at different ways of creating strategies. Egypt has an e-commerce strategy. Rwanda looks at the digital economy as an integral part of its strategy. So we hope that Morocco will look at new ways of creating strategies for the industry. And what do we need? The last slide. We need cheap, easy access to internet. Very interestingly, Morocco is one of the lowest cost digital telecoms, which is great. We need cheap and reliable data. We need coherent and agile regulations, particularly, I think, in consumer protection. The minister also mentioned in competition law. That's extremely important too. We need the removal of tariffs and non-tariff barriers. At the present time, they make very serious problems for businesses across Africa. We need good transport infrastructure, good address systems. We need funding. I was very interested by what the earlier speaker said. Morocco is one of the 5 countries with the best attraction for foreign investment in Africa, which is extremely good. We need robust online payments, and we need training and skills. And I'd just like to finish, Mr. President, if I may, by saying that in looking at training and skills and looking at how each country should identify what is going to be the most important thing in the Industrial Revolution that they should concentrate on, we shouldn't forget
that each country is specific. And I'll give you a very good example. The Chinese now say that within 5 years they'll be able to do a visual recognition system of all Chinese. That's fantastic. They also, Mr. President, say that in identifying the face, those people with beards are considered to be aggressive. You and I need to watch out for that. Thank you so much, sir, for your awesome speech. Je remercie. Est-ce que je peux prendre juste 30 secondes avec ta permission? Là, vraiment, on doit arrêter. Rapidement. D'accord. Je tiens quand même vraiment à saluer la mobilisation exceptionnelle d'un partenaire qui est l'Université Euroméditerranéenne de Fès pour tout le travail qu'ils ont fait pour accompagner les industriels et les sociétés d'ingénierie. Quand je vois que vous avez 4 représentants, M. Tijani qui a chapeauté le projet, M. Louazani des vice-présidents, Mme Bouhlel. Donc je vous remercie et c'est une vraie illustration de la relation entre l'université et les industriels. Donc un grand bravo, un grand merci. Merci beaucoup, Si Amin. Merci d'avoir été présent, d'avoir été patient, d'avoir suivi avec nous ce deuxième panel. Je remercie les panélistes, je remercie spécifiquement Madame Nedia Tezi parce que je sais qu'elle a des engagements. Elle est restée avec nous pour boucler ce panel. Et donc pour des raisons logistiques et de temps, nous ne pourrons pas prendre des questions, ouvrir le débat. Mais si vous êtes intéressé de rester juste après, il y aurait le troisième panel qui portera sur les aspects technologiques de l'industrie 4.0, maintenance 4.0, design industriel, modélisation et 3D. Donc là, on pourra collecter des questions. Merci encore pour votre présence, pour votre patience. Merci, chers panélistes, pour vos riches interventions. Merci encore et à très bientôt. Je vous remercie.